Comme j'ai ouvert plusieurs bureaux, voilà, en principe, donc ça va fonctionner. Donc, partager. Parfait, c'est bon. Très bien. Donc, Alors, vous vous pouvez pouvez commencer partager, la ça va, c'est formation, bon? professeur. Eh, très bien, classe. Très bien. Et le son fonctionne bien. Donc, نبداو بسم الله. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette session de formation en distanciel autour des pathologies Recording in progress. Je remercie Madame Khalifa de m'avoir donné l'occasion donc d'être avec vous, Lyon. Et donc, on va parler du diabète gestationnel. Le plan de la question est comme suit. Donc, on va introduire la question. On va rappeler la physiopathe parce que c'est une pathologie où il est important de comprendre la physiopathologie. Comment dépister le diabète gestationnel et comment poser le diagnostic. On va discuter des complications et aussi de la prise en charge de cette pathologie. Alors, on va rappeler la définition du diabète gestationnel. Donc, ça se définit comme un trouble de la tolérance glucidique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je disais un trouble de la tolérance aux hydrates de carbone qui va conduire à une hyperglycémie, mais de sévérité très variable. Donc, c'est un trouble qui doit être diagnostiqué pendant la grossesse pour la première fois, quel que soit le traitement nécessaire et surtout quelle que soit l'évolution dans le postpartum. Donc, sur le plan nosologique, on va distinguer euh, deux entités. Donc, le diabète réellement déclenché par la grossesse, et c'est le diabète gestationnel vrai, et que l'on va retrouver aux alentours de 24-26 semaines de grossesse, c'est-à-dire au cours du deuxième trimestre. Ensuite, on a le diabète prégestationnel méconnu. Donc, c'est en général un diabète non insulinodépendant, méconnu, non traité et qui va être démasqué pendant la grossesse. Donc, le diabète gestationnel est une grossesse à haut risque, aussi bien pour la maman que pour le fœtus. On dit que c'est une GHR materno-fœtale. Alors, il est à noter que c'est un problème de santé publique en Algérie. Donc, le diabète gestationnel, sa fréquence est évaluée à environ 15% des grossesses. Donc, pourquoi? Parce que le taux de natalité est d'abord élevé en Algérie, parce que la fertilité des diabétiques reste normale, c'est-à-dire le fait d'être diabétique ou bien d'avoir une intolérance aux hydrates de carbone méconnue ne diminue pas de la fertilité. Et puis, l'âge de l'enfantement est de plus en plus tardif, c'est-à-dire que on est passé d'une période où les femmes étaient de grandes multipares et donc on a deux populations, c'est soit les grandes multipares qui font des bébés jusqu'à tard dans leur vie, c'est-à-dire même au cours de la quarantaine, ça les prédispose à faire donc des diabètes de type 2 et donc des grossesses sur diabète. Et puis, on a aussi l'autre population des femmes qui font des grossesses tardives, leur première grossesse tardivement après 35 ans, ce qui est un facteur de risque de diabète gestationnel. Et puis, on a l'obésité et la sédentarité qui sont des caractéristiques de notre population et qui sont des facteurs de risque de cette pathologie. Donc, on sait très bien qu'au cours de la grossesse, le corps de la maman va s'adapter. Il y aura des modifications métaboliques qui ont pour but de répondre aux besoins nutritionnels du fœtus. Donc, qui vont faire en sorte que notre fœtus ait tout ce qu'il lui faut pour grandir, donc pour lui apporter tous les nutriments nécessaires. Donc, il y a des modifications spécifiques pour justement atteindre ce but. Et ces modifications, elles ont la particularité donc d'avoir, euh, c'est-à-dire pendant la première partie de la grossesse, la deuxième partie de la grossesse, le métabolisme de la maman n'est pas le même, donc il y a une variation de ces modifications. Il faut noter qu'au cours de la première partie de la grossesse, particulièrement autour du T1, on a un hyperinsulinisme. Donc,
aux oestrogènes et à la progestérone, donc aux hormones de la grossesse qui sont au plafond. Et on sait très bien qu'au début de la grossesse, les concentrations sont importantes, ce qui fait qu'il y a un hyperinsulinisme et donc une tendance à l'hypoglycémie, particulièrement l'hypoglycémie de jeûne, au cours de la nuit. Et en général, on a des réveils en cétose. C'est une phase, on parle d'une phase d'anabolisme, donc qui a pour but de mettre des réserves, parce que notre fœtus maintenant n'a pas beaucoup de besoins, mais le corps de la maman se prépare justement pour les besoins qui vont augmenter au cours du deuxième et du troisième trimestre. Donc on dit que c'est une phase d'anabolisme, donc de mise de réserve, euh, des lipides et des glucides. Au cours du deuxième trimestre, et bien sûr, on est en train de parler des modifications physiologiques au cours d'une grossesse normale. Et au cours d'une grossesse diabétique, donc s'il y a un diabète gestationnel ou bien s'il y a une grossesse chez une femme diabétique, il y aura tout autant de modifications, mais qui peuvent ne pas être optimales ou qui peuvent retentir négativement. Donc, les modifications au cours de la deuxième partie de la grossesse, donc T2 et T3, donc on aura une altération de la sensibilité à l'insuline. Il y aura une insulino-résistance progressive liée à l'HCS, donc à l'hormone chorionique. Et donc, c'est une phase de catabolisme, c'est-à-dire épargne du glucose pour que le fœtus en bénéficie, surtout que ses besoins énergétiques sont en augmentation. Donc maintenant, on va parler de la physiopathologie. Ce qui se passe quand il y a un diabète gestationnel, eh ben, il y a un dysfonctionnement de la cellule bêta de Langerhans. Donc on a une incapacité d'adapter la réponse, la sécrétion de notre pancréas aux glycémies de la maman. Il y aura donc une altération de l'équilibre glycémique qui va s'installer à partir du T2. Et c'est pour ça que les intolérances aux hydrates de carbone, le diabète gestationnel se démasquent au cours du T2 en général. On aura une élévation globale du taux circulant des substances maternelles, ce qui va faire que notre bébé est généreusement nourri et ça va nous donner les conséquences dont on va discuter dans le chapitre suivant. Donc, on dit que l'insulinorésistance ne serait pas complètement incriminée, qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc, au cours du diabète de type 1, donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a discuté du diabète gestationnel proprement dit. Donc, c'est les femmes qui n'ont pas d'intolérance aux hydrates de carbone, n'ont pas de problème de glycémie avant la grossesse, mais que au cours de cette grossesse, il va s'installer ces modifications et qui vont ensuite disparaître après la grossesse. C'est la définition propre du diabète gestationnel. On a dit que, selon l'OMS, le diabète gestationnel se définissait comme une intolérance aux hydrates de carbone ou une hyperglycémie de sévérité variable qui n'était pas diagnostiquée avant la grossesse, donc qui va être diagnostiquée au cours de notre grossesse, quelle que soit l'évolution après. Donc, si on a une grossesse sur un diabète de type 1, eh ben, ce qui se passe, c'est que il y aura une aggravation du risque de cétose, notamment les cétoses de jeûne nocturne, et particulièrement recrudescence des hypoglycémies au premier trimestre. On aura les besoins en insuline changés, c'est-à-dire que le diabétologue ou l'obstétricien qui s'occupe d'ajuster les dosages d'insuline doit prendre en compte ce phénomène physiopathologique. Donc, il doit savoir que les besoins en insuline sont inchangés au T1, voire on va diminuer les doses pour ne pas tomber justement dans ces hypoglycémies. Et puis, les besoins vont augmenter progressivement de 30 à 40% au cours du T2 et du T3. Donc, on prendra soin d'éduquer notre patiente dans ce sens, étant donné que généralement, les diabétiques de type 1 sont des patientes qui savent adapter leur dosage d'insuline en fonction de leur rapport et en fonction de leur état. Donc, il faut savoir que les besoins en insuline sont imprévisibles lors de l'accouchement. C'est pour cela qu'on doit perfuser une solution de glucosé, qu'on doit surveiller. Et puis, après la délivrance, il y aura un effondrement des besoins en insuline. Donc, on va prendre soin de diminuer le dosage de l'insulinothérapie. Au cours du diabète de type 2, l'état métabolique, il n'y a pas de risque accru de cétose. L'altération du métabolisme glucidique est de moindre gravité
et surtout, il est plus tardif. La réponse insulino-sécrétrice au glucose est abaissée et retardée. Donc, on aura la glycémie basale et postprandiale qui est anormalement élevée. Et en général, il y a une insuffisance du régime hypocalorique et de l'insulinothérapie. Euh, C'est-à-dire que ça va motiver le médecin à mettre une insulinothérapie en cours. Donc, les besoins en insuline vont justement être plus importants au cours du deuxième trimestre. Alors, les recommandations de CNGOF en 2010 par rapport au dépistage ciblé du diabète gestationnel, donc il va être mis en place si justement il y a des facteurs, au moins un des facteurs de risque suivants, donc du diabète gestationnel, notamment l'âge maternel supérieur à 35 ans, la surcharge pondérale, donc quand on a une patiente qui a du surpoids, donc un IMC supérieur à 25. L'ethnie maghrébine et africaine est un facteur de risque de diabète gestationnel. C'est-à-dire on devrait systématiquement dépister les patientes de notre population, vu que l'ethnie maghrébine, le régime maghrébin prédispose justement à ce genre de soucis. Les antécédents familiaux au premier degré de diabète de type 2, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, est un terrain de diabète gestationnel. Donc, quand on a une patiente qui justement était hispano-ménorrhéique, qui avait une tendance à l'infertilité ou du moins une difficulté à procréer, donc quand elle va faire sa grossesse liée à un problème d'ovulation, un dysfonctionnement de l'ovulation, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, et ben on va prendre soin donc de faire notre dépistage ciblé. Les antécédents personnels et obstétricaux de diabète gestationnel, c'est-à-dire une personne qui fait un diabète gestationnel, même s'il y a une résolution dans le postpartum d'une grossesse euh, lambda, la grossesse qui va suivre, eh ben, il faudra quand même rechercher et dépister ce souci parce qu'elle a toutes les chances de récidiver. Les antécédents obstétricaux de macrosomie fœtale, parce que s'il y a eu macrosomie, probablement s'il y a eu un diabète gestationnel non diagnostiqué, non dépisté et non diagnostiqué. Et donc, on va prendre soin de ne pas faire la même omission au cours de la grossesse actuelle. Les antécédents obstétricaux de MIU inexpliqués. Le diabète gestationnel est la première cause de mort fœtale inexpliquée. Donc, s'il y a eu une notion de perte fœtale, et on prendra soin donc de faire notre dépistage. Puis bien sûr, au cours de la grossesse, s'il y a des signes d'appel, un hydramnios, une tendance à la macrosomie, une patiente qui prend trop de poids, donc qui prend plus de poids que la normale, que la moyenne au cours d'une grossesse, eh ben, on va y penser, on va penser au diabète gestationnel et donc on va chercher à le prouver et on verra les moyens qu'on a. Donc quand on a un facteur de risque, donc au premier trimestre, systématiquement, on fera une glycémie à jeun. Il n'est pas recommandé de faire une HbA1c, donc on fera surtout une glycémie à jeun qui très probablement sera anormale. Et puis au sixième mois, entre 24 et 28 semaines, on prendra soin de faire une HGPO à 75 grammes, donc méthode en un temps. On mesurera, donc le biologiste va mesurer la glycémie à T0 à 1 heure et à 2 heures. Et puis, il est important que quand on reçoit notre patiente pour ses consultations prénatales, euh, donc, étant donné qu'il y a un souci, une prédisposition, on a un facteur de risque ou bien, donc on prendra soin donc, de voir notre patiente de façon mensuelle, de faire un examen clinique mensuel, notamment la prise de poids, mesurer la prise de poids et faire une bandelette urinaire. On va rechercher une éventuelle glycosurie, donc qui serait un signe d'appel et donc on fera ensuite appel à la biologie, donc on fera les examens qu'il faudra pour prouver le diabète gestationnel. Donc, comment poser le diagnostic positif? Donc, on est sûr qu'il y a un diabète gestationnel. Si au premier trimestre, quand on fait une glycémie à jeun, on a un résultat supérieur à 1,26 g par litre.
Donc, on se dira que oui, c'est un diabète gestationnel parce qu'on l'a diagnostiqué au cours de la grossesse, mais euh, très probablement, c'est une patiente qui avait un diabète antérieur à la grossesse qui était méconnu. Si la glycémie à jeun est entre 0,92 et 1,26, probablement c'est une patiente qui est en train de nous faire un diabète gestationnel. Et donc, on prendra soin de prendre la prise en charge, de mettre en route la prise en charge nécessaire. Si maintenant la glycémie à jeun est inférieure, donc on aura posé le diagnostic de diabète gestationnel et on ne va pas refaire autre chose. On met en place la prise en charge. Maintenant, si au cours de la glycémie du premier trimestre, on a un résultat qui reste normal, c'est-à-dire une glycémie à jeun inférieure à 0,92, là ici, on n'a pas encore posé le diagnostic, on n'a pas la preuve, mais on sait à partir de notre clinique, à partir des facteurs de risque qu'on a dépistés, euh, qu'on a retrouvés chez notre patiente, on sait qu'il y a une forte chance qu'elle nous fasse un diabète gestationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une biologie, on va refaire un dosage, notamment on va faire l'HGPO 75 et ça, on va le faire entre 24 et 28 semaines. Donc, ça va nous prouver donc cette suspicion. Donc, on parlera de diabète gestationnel, donc diagnostic posé après une HGPO si on a les résultats suivants. Donc, on va doser à H0, H1, H2, la glycémie. Après une prise de charge orale de 75 grammes de glucose, donc c'est une solution euh, dosée comme suit. Et donc, si on a une valeur pathologique, on va parler de diabète gestationnel. Donc, si on a deux, ça c'est sûr, mais déjà avoir une valeur pathologique, on est dans le diagnostic positif. Quelles sont les valeurs? Donc, si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 0,92 grammes par litre, on est donc dans le positif. Si la glycémie à 1 heure est supérieure ou égale à 1,80 grammes par litre, ou bien et ou la glycémie à 2 heures supérieure ou égale à 1,53 grammes par litre. En général, nos labos répondent par gramme par litre. Ailleurs, le millimol par litre est plus utilisé, donc vous avez la conversion sur ce tableau. Donc, euh, voilà. Donc, quelles sont les complications donc, du diabète gestationnel? Donc, on a des complications de deux ordres. Donc, on a des complications fœtales qui sont les malformations. Donc, les malformations sont évoquées, donc, mais elles ne sont pas le diabète gestationnel proprement dit n'est pas incriminé dans le risque malformatif, étant donné que le souci de glycémie ne se met en place que au cours du deuxième trimestre. Donc, on aura dépassé la période d'organogénèse ou la période de risque de malformation. En revanche, pour ce qui est du diabète de type 2, qui serait non diagnostiqué, non pris en charge, préexistant à la grossesse, donc pendant la période de conception et donc la période d'embryogénèse, si il y a un déséquilibre glycémique, et ben ça pourrait être incriminé dans la genèse de certaines malformations. Ensuite, on a la complication fœtale propre de notre diabète, c'est la macrosomie fœtale. Donc, euh, chacun de nous, donc la population algérienne est vraiment euh, caractérisée par cette tendance à la macrosomie. On a de plus en plus de gros poids de naissance. Donc, un poids, c'est défini par un poids de naissance supérieur au P90. Et ça expose à des complications, surtout obstétricales, c'est-à-dire les dystocies des épaules, dystocies d'engagement. Ça augmente le taux de césarienne pour macrosomie. Et puis à côté de la macrosomie, on dit que c'est un gros œuf, donc il y a le bébé qui est gros, mais aussi en général on a de l'hydramnios qui accompagne notre gros bébé. D'autres complications fœtales, c'est l'accouchement traumatique et la mort fœtale in utero. Les complications néonatales,
On dit que le gros poids de naissance, le macrosome, est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire qu'il est fragile. Alors, c'est caractérisé par ce risque d'hypoglycémie néonatale. Donc, le fait que la maman soit tout le temps en hyperglycémie. Donc, bien sûr, ici, on parle des complications dans le cas où on n'a pas traité, où on a sous-traité, où on a un diabète qui n'est pas pris en charge. Donc, on aura de l'hyperglycémie. Qui dit hyperglycémie dit de l'hyperinsulinisme fœtal. Parce que le fait que le bébé reçoive beaucoup de glucose, donc lui aussi sera en hyperglycémie. Et comme lui, son pancréas est tout neuf et fonctionne bien, donc il sera dans un état d'hyperinsulinisme. Et cet hyperinsulinisme sera aussi néonatal. Après clampage du cordon, les apports conséquents de sucre par la maman, par le biais du cordon, seront suspendus. Donc, euh, il y aura moins d'apports, mais l'hyperinsulinisme il sera toujours là parce que notre bébé ne s'est pas encore adapté, son corps ne s'est pas encore adapté à ce nouvel état métabolique, je dirais. Donc, il sera en hyperinsulinisme et donc il y aura un risque d'hypoglycémie. C'est pour ça que l'une des premières choses à faire, c'est la tétée précoce du gros bébé, du macrosome, pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie sévère. Et puis, la nature faisant bien les choses, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que l'allaitement maternel est à encourager dans toutes les situations, particulièrement quand il y a une situation de macrosomie, parce que la nature faisant bien les choses, les femmes diabétiques ont une hyperlactation, ont une tendance à produire beaucoup plus de lait. Donc, yani, la nature fait bien les choses, donc euh, motiver la tétée précoce, la tétée précoce. On a le risque de détresse respiratoire par maladie des membranes hyalines. Donc, l'hyperinsulinisme freinerait la synthèse du surfactant, donc retarderait la maturité pulmonaire et donc prédisposerait notre nouveau-né à une détresse respiratoire, donc à la maladie des membranes hyalines. On a aussi le problème cardiaque, donc notamment la cardiomyopathie hypertrophique. Euh, Et donc, on va dire que macrosome, donc qui dit macrosomie, donc dit un cœur qui travaille plus que la moyenne, et donc on aura une cardiomyopathie hypertrophique avec septum interventriculaire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer en prénatal en mesurant justement l'épaisseur du septum interventriculaire, et donc pour pouvoir prendre en charge ce souci. Et puis, on a aussi le problème de l'ictère néonatal. Les complications maternelles, donc on aura l'après-éclampsie, donc il y a un risque d'autant plus augmenté quand il est associé au diabète gestationnel et notamment le surpoids. On a le risque infectieux, notamment les infections urinaires, endométrite du postpartum. Alors, qui dit infection urinaire, donc ça fait partie des consultations prénatales. Je disais tout à l'heure que la femme diabétique ou la grossesse chez la femme diabétique ou la femme qui fait un diabète gestationnel, eh ben, on est censé, au cours de notre examen clinique mensuel de surveillance, donc des consultations préconceptionnelles, on est censé faire une bandelette urinaire. Donc cette bandelette urinaire, elle sert à beaucoup. Donc l'une des premières choses, c'est de dépister, donc de mettre en évidence la glycosurie chez les patientes qui ont le facteur de risque et de aussi dépister les problèmes, les risques infectieux. Donc une éventuelle protéinurie euh, qui serait liée à une infection urinaire ou bien à retrouver des nitrates aussi. Les autres risques infectieux, c'est l'endométrite du postpartum. Donc, quand il y a un diabète sous-jacent, donc il y a un risque plus important de faire une endométrite du postpartum. Et de ce fait, une patiente diabétique, elle doit être mise sous antibiotiques, même quand il y a eu un accouchement normal à 100% sans manœuvre endo-utérine. Et puis, les autres complications maternelles, donc c'est les complications obstétricales de la macrosomie. Donc, c'est le risque élevé de césarienne, c'est les traumatismes de la filiale génitale, c'est-à-dire
S'il y a un gros bébé qui doit passer, il y a un risque de déchirure cervico-vaginale, de déchirure périnéale, de manœuvre instrumentale, mais aussi le risque de rupture utérine. Et puis, la hantise des obstétriciens que nous sommes, c'est le risque de l'hémorragie de délivrance, l'HPP. Donc, un gros bébé, gros œuf, hydramnios, dit surdistension utérine. Qui dit surdistension utérine dit un muscle qui est mis un muscle utérin, un myomètre qui est mis à rude épreuve. Et donc, on a un risque euh, d'inertie et d'hémorragie du postpartum. Donc, on ne prend pas à la légère après un accouchement de macrosome. Il faut surveiller notre parturiente, il faut mettre en place la perfusion du théotonique et motiver la tétée la tétée précoce qui va stimuler la production d'ocytocine naturelle et donc la rétraction de notre utérus et diminuer le risque de cette HPP. D'autres complications maternelles, on a aussi l'aggravation des complications sous-jacentes du diabète chronique. Donc, c'est les microangiopathies préalables, notamment quand on a un rein malade, on a une néphropathie sous-jacente, et bien la grossesse peut l'aggraver, d'autant plus qu'il y a une hyperfiltration au niveau rénal quand il y a une grossesse. Donc, ça peut accentuer donc, la dégradation des néphrons et puis aussi la dégradation au niveau de la rétine, la rétinopathie. Et donc, ça fait partie de la prise en charge d'une femme diabétique, de faire donc une consultation en ophtalmologie et de faire un fond d'œil pour évaluer justement la rétine de notre patiente. Quand on a un diabète gestationnel proprement dit, on aura un risque ultérieure de diabète de type 2. C'est-à-dire c'est une patiente qui n'avait aucun souci avant la grossesse, et ben on sait qu'elle risque de développer donc un diabète de type 2 dans les années qui suivent donc ce diabète gestationnel, cette grossesse. Et puis bien sûr, les récidives au cours des grossesses suivantes, quand il y aura euh, une grossesse ultérieure, donc risque de récidive de notre diabète gestationnel. Donc, comment prendre en charge un diabète gestationnel? Donc, j'ai essayé de vous faire un petit carré donc pour un peu se rappeler que toujours faire d'abord les règles hygiéno-diététiques. Faire souvent de l'autosurveillance glycémique. Qui dit souvent, ça veut dire qu'on va avoir des profils glycémiques, mais on ne va pas punir notre patiente à tout le temps se surveiller. Donc avoir des profils réguliers, mais pas en continu. Et puis, parfois, on va se retrouver à mettre de l'insuline en fonction de notre profil glycémique. Ce qui est à noter, c'est que jamais d'antidiabétiques oraux, donc chez nous, donc on n'a pas l'AMM pour mettre des antidiabétiques oraux pendant la grossesse, parce que leur innocuité n'est pas totalement prouvée au cours de la grossesse. Et puis aussi éviter les bêta-mimétiques au cas où on a une, une menace qui se surajoute. Donc, qui dit règle hygiéno-diététique dit conseiller notre patiente. Conseiller notre patiente. Donc, excusez-moi. Donc lui mettre une fiche de conseil, une éducation nutritionnelle en lui expliquant euh, environ, c'est-à-dire les apports caloriques journaliers conseillés, comment organiser ces apports. Donc, on va conseiller notre patiente d'environ avoir des apports de 1600 à 2000 kilocalories par jour. Une femme enceinte ne doit pas se priver. Donc ici, on ne va pas parler de régime privatif, on va parler d'un régime diététique qui va nous permettre d'être dans l'équilibre, mais pas d'être dans la carence, parce il faut qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle ait les nutriments nécessaires. Donc, un apport moyen, donc je disais de 1600 à 2000 kilocalories par jour. On conseille de fractionner, c'est-à-dire de faire des apports en 3 repas et 2 collations.
justement pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie d'abord, mais aussi dans cette faim qui va être compensée par un apport excessif. Donc, on va organiser ça en trois repas principaux, le repas du matin, le repas du midi et le repas du soir. Et ensuite, deux collations entre les trois repas principaux, éventuellement une troisième collation en fonction, juste avant le coucher, en fonction de notre profil glycémique. Et donc ces apports, on va essayer d'avoir un certain équilibre, donc apporter des glucides, des lipides et des protéines. Donc les glucides, la part de glucides ne doit pas dépasser les 50%. Et surtout, on va favoriser les sucres lents. Et on va favoriser les sucres lents, on va favoriser les corps gras qui vont un peu moduler l'absorption du sucre au niveau intestinal. Donc, ce repas doit être équilibré justement pour que l'absorption des sucres soit euh, faite de façon à ne pas tomber dans cette hyperglycémie. Donc, je répète, on ne restreint pas l'alimentation chez la femme enceinte, sinon on risque de tomber dans la cétogénèse. Excusez-moi. Donc, je disais, on ne va pas restreindre l'alimentation chez une femme enceinte. Et surtout, le fait de la conseiller comme ça, de mettre des repas bien ponctuels, des repas euh, bien étudiés, eh ben, ça va éviter de tomber dans le grignotage, parce que c'est le grignotage qui va nous déséquilibrer notre profil glycémique. On va, je disais, enrichir notre repas en, en fibres, en corps gras, pour éviter justement de tomber dans les hyperglycémies. Et puis, c'est très très important, ça ne fait pas partie de notre culture, mais l'activité physique en cours de la grossesse. Donc une activité physique adaptée, donc conseiller nos patientes de faire de la marche rapide si possible, de la natation quand cela est possible. Mais voilà, Anna, personnellement, je conseille la marche. Donc après le repas, les repas principaux, particulièrement le repas du midi et celui du soir, essayez de faire une marche pour justement euh, mieux digérer d'abord, mais surtout pour ne pas tomber dans l'hyperglycémie. Donc bien sûr, il y a certains aliments à conseiller plus que d'autres. Donc on va essayer de donner une fiche à notre patiente dans laquelle on va un petit peu lui expliquer que, par exemple, euh, un bol de riz euh, est équivalent, donc un bol ou bien 6 cuillères à soupe donc, de pâtes ou de légumes secs sont équivalents à cet apport permis au cours du repas principal. Lui conseiller, par exemple, ne pas prendre du pain blanc, prendre du pain noir ou bien des biscottes. Donc, des conseils comme ça ne, pour, ne, pour avoir un régime optimal par rapport à ce souci. Donc, l'autosurveillance de la glycémie est importante. On ne doit pas être trop sévère, on ne doit pas un peu être dans l'excès, mais il faut apprendre à nos patients de se connaître, donc comprendre leur corps, savoir quand est-ce qu'elle est en hyperglycémie, en hypoglycémie, quand est-ce que le repas il a été bon dans le sens équilibre ou pas, et puis faire des courbes glycémiques bien concrètes, donc du noir sur blanc, avoir le petit carnet de surveillance glycémique pour que nous on puisse comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, une patiente aura à faire 6 glycémies par jour, donc préprandial et postprandial, 2 heures après chacun des repas principaux. Les objectifs sont les suivants. Donc, à jeun, donc la glycémie doit être inférieure à 0,95 et le postprandial, elle doit être inférieure à 1,20. Donc, on va garder en tête donc, ces deux taux. Bien sûr, quand on est sur des taux donc, qui se rapprochent, on va pas trop
être dans la sévérité avec la femme enceinte parce que, voilà, parfois, donc, il y a cette tendance à la fringale, donc, voilà. Mais, donc, les objectifs sont 0,95 à jeun et 1,20 en postprandial. Alors, la surveillance médicale, bien sûr, donc, consultation régulière. Donc, on est censé voir notre patiente, elle doit consulter au moins une fois par mois. Donc, on va essayer, donc je dis bimensuel, donc on est censé se partager le travail entre obstétricien et diabétologue parce qu'ici, il y a deux soucis. Donc, c'est une grossesse à haut risque, donc liée au fait qu'il y ait un problème de diabéto. Donc, la prise en charge sera conjointe. Bien sûr, c'est en fonction de la sévérité. Maintenant, si on a une patiente qui comprend bien le souci, qui se prend bien en charge, la sévérité n'est pas trop excessive, donc ça peut être une consultation mensuelle. Si mensuelle ne dit pas échographie mensuelle, dit examen clinique mensuel, dit accompagnement, c'est-à-dire on doit voir l'hypoglycémique s'il est bon ou pas, on doit voir notre patient pour dire que le poids est correct ou pas, si le fait qu'elle soit diabétique, elle n'est pas carence de vitamine, éventuellement faire une supplémentation euh, supplémentation calcique, c'est-à-dire il y a la supplémentation standard de la femme enceinte, et puis aussi une adaptée au diabète gestationnel. L'hospitalisation va s'imposer donc à partir du moment où il y a une impossibilité d'équilibrer notre patient. On va le faire en service de diabéto entre 32 et 34 semaines et en service de grossesse à haut risque après 32-34 semaines. Pourquoi? C'est-à-dire que le terme de vitalité fœtale, de viabilité fœtale, on n'a pas de surveillance fœtale à faire. Donc, on peut se permettre d'hospitaliser notre patient dans un service général. Ensuite, à partir du moment où, après, je dirais 28-32 semaines, notre bébé, donc si on le fait naître, c'est un risque important, on peut le faire naître. Donc, on est censé le surveiller vraiment pour ne pas remonter à la mort fœtale. Donc, ça, c'est super cher. Alors, Madame Khalifa, je ne sais pas si qui m'a là, il y a de l'écho, il y a des sondes parasites. Allô? Bon, Kimlo, euh, la conduite obstétricale. Donc, on fera donc, une échographie de croissance intrautérinale. Donc, il faut évaluer notre poids fœtal. Si on a un diabète gestationnel qui a été équilibré, qu'on n'est pas tombé dans la macrosomie, donc on a un bébé eutrophe, on dit que c'est une grossesse équivalente à une grossesse normale. Donc, notre conduite obstétricale, donc on va faire une conduite comme si il n'y avait pas de pathologie, donc comme si on n'avait pas de grossesse à haut risque qui s'est surajoutée. Donc, on va laisser les choses venir naturellement. On va laisser le déclenchement spontané du travail. On va essayer de gérer notre accouchement de façon standard. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a cette GHR sous-jacente, mais on va la prendre en charge comme si c'était une grossesse normale. Donc, on va essayer de laisser le phénomène naturel du déclenchement du travail venir. Et, euh, et surtout, le terme, on va pas déclencher avant, avant le déclenchement naturel. Si par contre, on est dans un diabète déséquilibré, donc, ou une macrosomie fœtale, eh ben, on va essayer de faire une naissance à 39 semaines. Donc, soit par naissance normale, si le poids le permet, c'est-à-dire si c'est une tendance à la macrosomie, mais qui reste acceptable pour la voie basse, on va essayer d'aller vers la voie basse. Mais si l'évaluation du poids fœtal nous dit que on est déjà 4 kilos dépassés à 39 semaines, eh bien, la césarienne doit être programmée.
doit être l'issue, donc l'issue de notre grossesse. Donc, ce sera la voie haute, un accouchement par voie haute. Ensuite, après l'accouchement, il y a quand même une prise en charge. Donc, après l'accouchement, donc, le nouveau-né doit être vu par le pédiatre. On a dit que le nouveau-né, il était à risque. On a dit que c'était un colosse au pied d'argile. On a ce risque d'hypoglycémie, on a le risque d'hypocalcémie, on a le risque de problèmes de tétée, de refus de tétée. On a aussi donc problème de détresse respiratoire qui peut se surajouter, mais aussi problème infectieux. Donc tout ça va être pris en charge par le pédiatre. Donc le nouveau-né doit être vu par un pédiatre ou bien un médecin généraliste habitué à prendre en charge les bébés en néonat qui va au moindre risque, surtout ça doit être une personne euh, qui sait la fragilité de notre bébé macrosome, donc notre bébé qui a un gros poids de naissance, et donc éventuellement solliciter un avis spécialisé. Donc pour ce qui est de l'insuline de la maman, donc quand c'est un diabète gestationnel proprement dit, qui a été mis sous insuline parce que les règles hygiéno-diététiques n'étaient pas suffisantes, et ben dans le postpartum immédiat, on va arrêter l'insuline tout en surveillant la glycémie. Donc, on dit arrêt de l'insuline en milieu hospitalier. Donc, on va surveiller les glycémies et on va voir ce que ça donne avec les apports nutritionnels habituels. Et on va décider en fonction de ça si nécessité de remettre ou bien de mettre autre chose. Donc, de mettre des antidiabétiques oraux. Donc, ici, il n'y a pas extrême urgence parce que le fœtus n'est plus là, donc la patiente a accouché. Donc, on va laisser le métabolisme de la maman se remettre de cette sidération qui est l'accouchement, qui est un phénomène avec beaucoup de modifications physiologiques. Donc, on va surveiller surtout, on va établir le profil glycémique de notre patiente et on va voir donc ce que ça va donner. Et à partir de ça, à partir du profil glycémique, on va décider de sa prise en charge. Mais il est important d'arrêter l'insuline. Pourquoi? Parce que ce risque d'hypoglycémie, et l'hypoglycémie, on sait très bien qu'elle est dangereuse pour la patiente. Donc, on préfère être un peu dans l'hyperglycémie et ensuite moduler en fonction de ça que de tomber dans l'hypoglycémie, euh, notamment l'hypoglycémie sévère. On va quand même poursuivre les règles hygiéno-diététiques. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les patientes qui font un diabète gestationnel sont des patientes à risque de diabète chronique. Donc, on va conseiller notre patiente de poursuivre les règles hygiéno-diététiques. On a dit déjà qu'on n'allait pas être drastique parce que la patiente, au cours de la grossesse, doit se nourrir. Donc, c'est des règles hygiéno-diététiques qui sont en général possibles à tolérer au long terme. Donc, des règles hygiéno-diététiques simples, le fait d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation healthy, éviter tout ce qui est euh, boissons sucrées, euh, les pâtisseries notamment qui apportent beaucoup de sucre en un coup. Donc, essayer de ne pas tomber dans l'alimentation hyper process, comme on dit. Donc, avoir une certaine hygiène de vie qui va permettre de prévenir donc l'une des complications à long terme du diabète gestationnel, qui est le diabète chronique. On va conseiller de refaire une HGPO donc à 6-12 semaines du postpartum, justement pour poser un éventuel diagnostic de diabète chronique. Et si on est dans la normale, donc à 3 mois, on va faire une glycémie à jeun, et puis de façon annuelle, on va faire une glycémie à jeun. Donc ça va faire partie de la prévention, donc du dépistage précoce, donc du diabète de type 2, diabète chronique chez euh, notre patiente. Donc, pour conclure, je dirais que le diabète gestationnel constitue un problème de santé publique, notamment dans notre population. Donc, la grossesse et le diabète sont quand même une mauvaise association, on l'a vu, beaucoup de complications possibles, aussi bien pour la maman que pour le fœtus, mais aussi pour nous en tant qu'obstétriciens, donc on doit être armés. Et donc, c'est surtout une pathologie qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, le gynéco-obstétricien qui suit la patiente, le diabétologue, la sage-femme qui va prendre en charge l'accouchement. Donc, le tout
Le but de cette prise en charge pluridisciplinaire, ce sera de rapprocher le pronostic au maximum de celui d'une grossesse normale. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au diabète gestationnel. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a moyen de les poser. Euh, bien peut-être sur le chat. Alors, il y a une personne qui me dit, est-ce que la GPO est systématique? La GPO n'est pas systématique, on va la demander si on a des facteurs de risque. Je vais vous remettre la planche des facteurs de risque. Voilà. Donc, le dépistage va s'adresser aux personnes qui ont un facteur de risque de diabète gestationnel. Donc, si on a notre gestante qui, en venant à notre consultation prénatale, généralement consultation diagnostique de grossesse, elle vient, elle a plus de 35 ans, on se dit, tiens, c'est un facteur de risque. Donc, je vais lui demander. Je vais lui demander, comme suit, une glycémie à jeun au premier trimestre. Et si cette glycémie à jeun est négative, on sait que du fait qu'elle est un facteur de risque, elle risque quand même de développer ce problème. Donc, le fait de faire une glycémie à jeun au premier trimestre, c'est surtout pour démasquer les diabètes méconnus. Donc, et donc, si quand même la glycémie elle est normale, on va faire une HGPO à 6 mois, donc à 24-28 semaines. Donc, c'est pas systématique de faire une HGPO. Ce qui est systématique, c'est de faire une glycémie à jeun. D'ailleurs, la glycémie à jeun fait partie du bilan du premier trimestre, donc de diagnostic de grossesse. On demande on le demande pour toutes nos gestantes, qu'elles soient jeunes ou euh, même quand elles sont jeunes, pour ne pas tomber donc, par exemple, les diabètes méconnus ou bien. Et puis, les autres facteurs de risque, si on a une surcharge pondérale, notre population est connue par la surcharge pondérale. Donc, quand on a un IMC supérieur à 25, donc on sait que c'est un facteur de risque. Mais quand on a, donc, NIA, c'est des recommandations qui ont été mises en place par le CNGOF. Euh, et c'est pour ça qu'on dit ethnie maghrébine. Mais voilà, donc chez nous, on sait bien, on connaît, reconnaître un petit peu euh, donc, les facteurs de risque. Le fait qu'il y ait des antécédents familiaux premier degré, de diabète de type 2, le syndrome des ovaires polykystiques, maintenant, il est très, très fréquent. C'est-à-dire que pour répondre à la question qui dit est-ce que c'est systématique de faire une HGPO, je vais vous dire que on se retrouve à en faire beaucoup, mais ce n'est pas systématique. On se retrouve à en faire beaucoup parce que dans notre population, le SOPK est fréquent, la grossesse tardive à partir après 35 ans est fréquente, notre origine donc euh, géographique, notre régime méditerranéen donc fait que aussi il y a de la prédisposition. Donc fréquemment on retrouve l'un de ces facteurs de risque chez nos patients, chez nos gestantes quand on fait notre consultation de diagnostic de grossesse. Donc, on se retrouve pratiquement à souvent demander une glycémie à jeun et éventuellement, quand elle est normale, on demande la GPO à 6 mois. Alors, alors, je vais essayer de lire au fur et à mesure. Vous m'envoyez. Alors, je vais vous écrire mon adresse mail et essayer de m'envoyer un petit mail pour pour que je vous envoie la présentation. Donc pour Madame Ben Yahya ou la Monsieur Ben Yahya qui m'a envoyé
pour me demander la présentation. Moi, je préfère que ce soit vous qui m'envoyez un mail, comme ça je vous fais une réponse avec la présentation. Alors, je vais essayer de lire les questions au fur et à mesure. Alors, il y a quelqu'un qui me demande l'allaitement concernant la femme qui a présenté un diabète gestationnel. L'allaitement est conseillé chez la femme qui a fait un diabète gestationnel. Il est même fortement conseillé. Donc, on a notre rôle en tant que pratiquant, en tant que praticien, en tant que intervenant dans la santé de la femme. On doit, on doit conseiller, savoir conseiller l'allaitement maternel. On doit savoir accompagner nos femmes, nos parturientes dans ce projet euh, d'allaitement naturel, d'allaitement maternel. Bien que on dit que l'allaitement est un acte naturel, spontané, que normalement c'est inné, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup dans une population, donc des familles où les couples sont isolés, où il n'y a pas beaucoup de communication. Parfois, il n'y a pas de préparation justement à la naissance et à la parentalité, et il n'y a pas de préparation à l'allaitement. Donc, c'est notre rôle en tant qu'obstétricien, au cours des consultations prénatales, euh, c'est-à-dire à chaque occasion, au cours des consultations, à la maternité, dans le postpartum immédiat, d'accompagner notre parturiente pour ce projet d'allaitement. Donner des conseils pour l'alimentation, le fait de bien s'alimenter, d'avoir des apports conséquents dans le postpartum, d'avoir beaucoup d'hydratation, et donc de favoriser, donc d'éviter tout ce qui est tétine, tout ce qui est artificiel, pour ne pas entraver donc ce phénomène d'allaitement. Et donc, ce mécanisme, les mécanismes de l'allaitement maternel, et donc chez la femme diabétique, c'est quelque chose qu'on doit conseiller encore plus parce que la nature fait, faisant bien les choses, la femme diabétique, donc une femme qui a fait, donc qui est diabétique ou bien qui a fait un diabète gestationnel, donc la nature faisant bien les choses, la production lactée est importante, c'est-à-dire qu'il y a le corps de la maman, donc c'est que le bébé aura des besoins plus importants parce que déjà c'est un gros bébé. Donc on dit toujours que l'allaitement maternel il est conseillé parce que le lait il est adapté aux besoins de notre nouveau-né. Et donc oui, on va conseiller l'allaitement maternel chez la femme diabétique et même chez le gros bébé. euh, et ne pas avoir peur de l'hypoglycémie parce que si il tète de sa maman, qui a le bon réflexe de téter, qui a des tétées fréquentes, que la couche est bien mouillée, c'est-à-dire que les apports sont suffisants, qui ne présente pas de signes d'hypoglycémie, donc les gémissements, euh, et donc l'état du bébé ne présage pas d'une hypoglycémie. On va donc, et surtout, on va encadrer cet allaitement au maximum pour qu'il réussisse. Il y a une personne qui me demande quelle marque de lecteur glycémique préconisez-vous pour la fiabilité du résultat? Franchement, je ne peux pas vous dire. Donc, en général, les patientes, moi, je leur dis, c'est en fonction. Parfois, une marque, ça fonctionne bien pour une personne, parfois, et moins pour une autre. Et c'est surtout euh, les bandelettes parfois qui ne marchent pas, donc si elles sont périmées ou bien. Donc il faut voir en fonction de la clinique, hein, qu'est-ce que je fais? Je leur fais faire les 3 jours de suivi, donc on fait 3 jours de glycémie, on fait un profil glycémique sur 3 jours et qui Djibouli la patiente, j'essaie de voir si le profil glycémique correspond à son état clinique. Donc, une chose, quand par exemple il y a une glycémie qui est très très basse, une hypoglycémie, je lui demande est-ce que tu as senti un malaise au moment Hadaya où tu as fait Et donc pour un peu calquer, est-ce que c'est des vrais c'est des résultats fiables ou pas?
Voilà. Mais le profil glycémique, c'est surtout un accompagnement. D'accord? Comment adapter la dose d'insuline? Alors, la dose d'insuline, en principe, on a, on a une dose à donner qui est de 0,5 unités kilo, répartie sur les 24 heures ADIA. Mais, bon, en général, l'insulinothérapie, elle doit être instaurée par le diabétologue. Donc, ce qui est bien à faire, c'est que je disais que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, on la prend en charge en tant qu'obstétricien dans la surveillance, dans la surveillance, dans le dépistage. Donc, on localise le risque et on dépiste, donc et on diagnostique. Mais ensuite, on oriente. En général, c'est le diabétologue qui est habilité à mettre en place l'insulinothérapie. Maintenant, si on est trop éloigné, qu'il n'y a pas moyen d'orienter la patiente vers un diabétologue, on va mettre une insulinothérapie. Donc, on va faire de 0,25 à 0,5 unités kilo. Donc, une patiente, par exemple, euh, qui pèse 80 kilos, on va donner entre 20 et 40 unités par jour qu'on va répartir sur euh, trois prises, si je puis dire. Donc, avant chacun des repas principaux, elle va mettre sa dose d'insuline ordinaire et on va mettre de l'insuline tardive le soir pour couvrir la nuitée. Et ensuite, en fonction du profil glycémique qui va être mis en place donc pour surveiller cette insulinothérapie, on va voir si on va adapter ou pas. Et puis, on conseille la patiente donc, parfois de rajouter 2 unités ou de diminuer si, par exemple, l'apport calorique n'est pas est trop ou pas conséquent. Alors, il y a une personne qui me demande la glycémie à jeun doit être inférieure à 0,92 ou à 0,95. Alors, glycémie à jeun, alors, on va se mettre d'accord. Glycémie à jeun, donc les taux de laboratoire, donc c'est la glycémie veineuse, il doit être inférieur à 0,92. Ça, c'est pour le diagnostic donc ou le dépistage du diabète gestationnel. Mais quand on surveille la glycémie capillaire, quand on surveille notre régime au quotidien, eh ben, le taux il a été donc, mis à 0,95. Donc le 0,95, c'est la glycémie capillaire au cours de la surveillance. Donc quand elle se réveille le matin, notre patiente, qu'elle fait sa glycémie le matin avant le repas, elle doit être inférieure à 0,95. Avant le repas du midi aussi, elle doit être inférieure à 0,95. Avant le repas du soir aussi, elle doit être inférieure à 0,95. Donc, c'est la glycémie préprandiale qui doit être inférieure à 0,95. Mais la glycémie veineuse à jeun, faite au laboratoire, elle doit être inférieure à 0,92. Si elle est égale à 0,92 ou supérieure à 0,92, on va être dans le diagnostic de diabète gestationnel. J'espère que c'est clair. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Alors, je lis une question de Tissim Silt, sage-femme Zenoun. Mais alors, dans notre région, les endocrinologues mettent les femmes sous antidiabétiques oraux, glucophage plus insuline tout au long de la grossesse à partir du premier trimestre. Bizarre, comme je savais. Ah oui, alors les antidiabétiques oraux étaient contre-indiqués chez la femme enceinte. Mais depuis 2 ou 3 ans, il est permis de mettre les antidiabétiques oraux parce que ça favorise, donc ça va améliorer la résistance à l'insuline. Donc, dans les dernières recommandations, donc c'est les diabétologues, s'ils ils le font, donc ils ont dû, donc ils doivent obéir aux recommandations qui ont été instaurées pas chez nous, mais ailleurs dans les congrès les plus récents de diabéto. Donc, c'est pas bizarre, ça fait partie des conduites à tenir récentes. Alors, avant, on disait qu'on ne mettait pas les antidiabétiques oraux au premier trimestre à cause du risque malformatif et au cours du deuxième et troisième trimestre à cause du risque de cétose et d'hypoglycémie. Mais ça a été revu. Alors,
Alors, concernant la prise d'insuline le jour déclenchement pour un accouchement voix basse et que ça va provoquer un déséquilibre métabolique chez le nouveau-né. Bon, Hmm. Alors, le jour de l'accouchement, normalement, on a dit que si c'est un diabète gestationnel qui est bien équilibré. Sous régime, c'est un accouchement équivalent à un accouchement normal, donc d'une grossesse normale, équivalent à une grossesse normale. Maintenant, si c'est une patiente qui est insulinée, donc si elle reçoit si c'est un déclenchement spontané, donc on est déjà, c'est une patiente qui n'est pas médicalisée, donc elle sera, donc elle se prendra en charge comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle mettra son insuline, elle prendra son repas normalement, et donc on ne peut pas intervenir sur ça. Donc, quand on va recevoir notre patiente en salle d'accouchement, on travaille. Elle a reçu son insuline, donc on est censé quand même mettre un apport de base. On va mettre une perfusion de glucose pour éviter de tomber dans l'hypoglycémie. Et on va gérer notre accouchement. Bien sûr, à partir du moment où elle est en salle d'accouchement, elle ne va plus recevoir au bloc d'accouchement, elle ne va plus recevoir d'apport de nutriments par voie orale. Donc, il faut mettre du glucose, une perfusion de glucose. Et surtout, il faut surveiller les glycémies. Donc, on fera des glycémies capillaires. On surveillera l'état clinique de la patiente, si elle ne transpire pas, si elle ne fait pas des signes d'hypoglycémie. Et en fonction de ça, on va voir si on va ajouter ou pas quelques unités d'insuline en sous-cutanée ou bien. Donc, ça dépend de ce qu'on a, yani, hein. Si c'est si c'est une patiente qui a un diabète insulino-requérant, donc un diabète de type 1, et on ne va pas la gérer comme une patiente qui a fait une intolérance aux hydrates de carbone simplement au cours de la grossesse. Donc en général, il y a une insuline basale qui est une sécrétion d'insuline basale de la patiente, donc qui va couvrir donc, les besoins de ce jour où quand même euh, le risque d'hypoglycémie existe du fait de l'effort lié à l'accouchement, du fait du stress et de la sécrétion. Donc, alors, il y a une personne qui demande de parler des examens préconceptionnels chez la femme diabétique. C'est une bonne question. Alors, mon topo n'a pas couvert justement la grossesse chez la femme diabétique. Alors, la grossesse chez la femme diabétique. Alors, ce qu'il y a à dire, donc c'est une grossesse sur un terrain particulier. Donc, on ne va pas permettre la grossesse si on n'a pas d'équilibre glycémique. Donc, il faut, dans le préconceptionnel, s'assurer qu'il y a un équilibre glycémique. Donc, on va faire donc, notre فهمت surveillance, واش كنت بسأل اش surveillance خص en glycémique. الناس On peut faire une HbA1c لاكوشمون ديريكت نحبسوه ولا لا ولا سولون لا في د ميدسان pour voir le profil donc des glycémies des 3 derniers mois de glycémie de la patiente. Et on fera on évaluera la fonction rénale. Parce que s'il y a un souci, ça peut être Attestation de travail, une كيفاه عيطتي؟ complication à la grossesse. Alors, je vais essayer de lire les autres questions. Quelle prise en charge? Alors, je comprends. Bon, il y a une autre question sur l'allaitement. Allaitement en relation avec le traitement hypoglycémiant. En principe, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement, même quand la patiente est sous glucophage.
Alors, comment expliquer les désordres chez le nouveau-né d'une mère diabétique? Euh, alors, on va essayer de reprendre un peu la physiopathe. On a dit qu'il y a un hyperinsulinisme chez le fœtus, du fait qu'il ait beaucoup d'apports donc de nutriments. Si on dit qu'il a beaucoup d'apports en glucose, pas seulement, il y a les autres nutriments aussi qu'il reçoit aussi de façon conséquente, ce qui fait que son métabolisme va un peu réagir à ça. Donc lui, il va être en hyperinsulinisme et puis il y a, il y a tout l'organisme du bébé qui va s'adapter à cet état. Donc, il y aura une polyglobulie parce que le poids du fœtus et le poids théroïde il est important. Et l'hypercalcémie, c'est lié à ce phénomène et parce que l'insuline, quand elle travaille au niveau de ses récepteurs, au niveau cellulaire, eh ben, il y a des échanges ioniques euh, qui sont motivés par l'insuline et donc il va créer ces déséquilibres donc, métaboliques connus chez le nouveau-né macrosome. Alors, donc je vais vous écrire mon email tout de suite. Alors, j'essaie de vous partager mon adresse mail pour les personnes qui soient intéressées du fait que je leur envoie ma présentation. Donc, ça s'affiche à l'écran. J'espère que c'est le cas. Alors, est-ce que la GPO, après 28 semaines, a sa place ou non? Euh, Bon, une des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler donc a fait toute sa thèse sur le fait de faire de l'HGPO à 36 semaines. Est-ce qu'il y a intérêt à faire ça ou pas? Il peut avoir intérêt à le faire, mais c'est généralement difficile à mettre en place. Voilà. Donc, il est intéressant surtout si on le fait plus tardivement, on n'aura pas, si je puis dire, euh, l'objectif de l'HGPO, c'est le dépistage. Si on dépiste quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va diagnostiquer une pathologie chez une personne qui est asymptomatique. Et donc, on va, euh, on va dépister une pathologie chez une personne qui est asymptomatique, mais surtout, on va dépister la pathologie à un moment précoce, donc avant qu'il y ait un retentissement. Si on le fait plus tardivement dans la grossesse, on va tomber donc, dans cette macrosomie, on va tomber dans les complications. Donc, l'intérêt de cet HGPO n'y est plus. Donc, c'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? C'est faisable, même si il y a le risque de cette hyperglycémie, son retentissement aussi, le pic glycémique possible sur le fœtus, mais
Donc, l'intérêt surtout du fait de le faire tardivement n'y est pas, hein. Donc, faut garder à l'esprit qu'il faut dépister. Donc, comment on dépiste, c'est en mettant en évidence, en montrant, démontrant donc qu'il y a un problème sous-jacent. Et donc, sur le plan clinique, on aura mis en évidence les facteurs de risque parce qu'on a ça, on a la clinique. On a notre clinique qui va nous permettre de rechercher, de mettre en évidence le facteur de risque et donc ensuite de demander les examens nécessaires pour le dépistage. Je pense. Alors, il y a quelqu'un qui dit que la plupart des gynécologues demandent HGPO avant 24 semaines. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais il y a pas intérêt à la demander avant 24 semaines, hein. C'est-à-dire, s'il y a des recommandations, c'est que les personnes qui ont mis en place ces recommandations ont étudié, ont essayé de voir le moment optimal où le fait de demander un examen ou de mettre en place un examen, ça a le plus d'apport et le moins de risques. Donc, si une personne décide de le faire avant, peut-être que l'intérêt ou bien ne va pas être optimal. Alors, je vais essayer de comprendre cette question de physiopathologie qui dit pourquoi le diabète gestationnel apparaît, apparaît-il seulement au deuxième et troisième trimestre alors que les hormones placentaires augmentent progressivement dès le début de la grossesse. Pourquoi? Parce que, euh, parce que le métabolisme en lui-même fait que, regardez, fait que au premier trimestre, on est en phase d'anabolisme. Donc, en phase où, oui, on est plus dans l'hypoglycémie. Voilà. Donc, donc, si, par exemple, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, en tout cas, si c'est un diabète méconnu, ou bien, donc voilà, la planche à lier, les contre aléas. Donc, sur le plan physiopathologique, au cours du diabète gestationnel, il y a un dysfonctionnement de la cellule de Langerhans. C'est-à-dire que notre patiente, au niveau de son pancréas, ça ne fonctionne pas bien. La sécrétion d'insuline ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'insulino-résistance qui serait à l'origine du diabète gestationnel proprement dit. C'est la sécrétion d'insuline qui n'est pas suffisante pour s'adapter donc aux glycémies euh, de la patiente. C'est-à-dire, il y a donc la cellule bêta de Langerhans ne sécrète pas comme on le voudrait ou comme l'organisme aurait besoin qu'elle le fasse. Et donc, au cours du deuxième trimestre, quand déjà il y a cette tendance du corps de la femme, du métabolisme de notre femme enceinte, à mettre les nutriments à la disposition de notre fœtus qui grandit, qui va avoir des apports de plus en plus importants. Donc, ça va faire que le diabète gestationnel ne se démasquera que au cours donc du deuxième trimestre et du troisième trimestre. Alors, je vais essayer de remettre le chat. Alors, alors, il y a une question intéressante ici qui dit, est-ce qu'on demande une HGPO chez une femme qui fait un diabète chronique? Non, l'HGPO, alors je vais la remettre.
Dépistage commun. Alors, je vais vous reprendre quelque chose qui est important à garder à l'esprit, c'est quoi un dépistage? Le dépistage, c'est le fait de chercher une maladie chez une personne qui est censée être saine. Donc, une maladie qui n'est pas connue ou là, qui est cliniquement, ne s'exprime pas cliniquement chez une personne. Dépistage, c'est un terme d'épidémiologie qui va couvrir toutes les maladies. Donc, si ici on est dans le cas de figure de dépister le diabète gestationnel, donc on est censé chercher un diabète chez une personne qui est censée être en bonne santé, qui ne se sait pas malade. Donc, cet HGPO, cette glycémie agentée et cet HGPO, on va la demander chez une personne qui n'est pas malade, qui n'a pas de diabète. C'est ça le dépistage. Donc, une femme enceinte qui ne se sait pas, qui est diabétique. Donc, en tant que professionnel de la santé de la femme, donc quand on va la recevoir au premier trimestre, on va chercher les facteurs de risque suscités. Ensuite, les rames qui s'affichent à l'écran. Donc, on va rechercher ces facteurs de risque. Si on trouve l'un de ces facteurs de risque, déjà, on va placer notre femme gestante d'une femme gestante à bas risque à une femme gestante à haut risque. C'est-à-dire qu'il y a ce risque qu'elle présente un problème de diabète gestationnel ou autre d'ailleurs. Parce que si vous voyez tous ces facteurs, tous ces éléments, ces facteurs de risque, ils sont incriminés dans d'autres pathologies aussi de la grossesse, notamment l'éclampsie, après-éclampsie. La prééclampsie, les problèmes rénaux, éventuellement d'autres problèmes. Et donc, on ne demandera l'HGPO que chez une patiente asymptomatique qui, en plus, au cours du premier trimestre, a fait une glycémie normale. Déjà, si au premier trimestre, on fait une glycémie et qu'elle est positive, qu'elle est supérieure à 0,92, on n'a pas besoin de faire d'HGPO, classe. Donc, c'est une patiente qui est diagnostiquée. Et très probablement, c'est une patiente, c'est une gestante qui avait un problème de glycémie, qui avait un problème de diabète méconnu et que nous, on a démasqué. On a démasqué au cours de la grossesse. C'est pour ça qu'on va appeler ça diabète gestationnel. Parce que dans la définition, rappelez-vous, diabète gestationnel est défini comme étant euh, un problème. Alors, donc, c'est un trouble de la tolérance glucidique avec, euh, avec une hyperglycémie de sévérité variable qui est diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse, quelle que soit l'évolution après la grossesse. Donc, ça va couvrir sur le plan nosologique les deux entités qui sont le diabète réellement déclenché par la grossesse, donc le diabète proprement gestationnel proprement dit, et le diabète prégestationnel méconnu, c'est-à-dire généralement le diabète non insulinodépendant qui n'était pas connu chez notre patiente et qui a été justement diagnostiqué au cours de la grossesse. Qui décide de stopper l'insuline après le postpartum? Ben c'est la personne qui prend en charge la patiente. C'est la personne qui a mis en route l'insulinothérapie. Donc l'insulinothérapie, si elle a été mise en route par son diabétologue, il va voir ses profils glycémiques et voir s'il faut remettre ou pas. Mais en général, on arrête l'insuline parce que c'est des patientes qui soit faisaient un diabète non insulinodépendant, donc qui faisaient une intolérance aux hydrates de carbone qui n'était pas pris en charge. Donc, on aura mis d'abord on aura mis des règles hygiéno-diététiques qui n'auront pas suffi. Ensuite, on aura mis de l'insuline et que donc, au cours de l'accouchement et juste après dans le postpartum, on arrête cette insuline et on va surveiller tout en apportant des apports équilibrés. Donc, et à partir de là, on va décider si on va remettre autre chose, un autre médicament. Est-ce que les règles hygiéno-diététiques suffisent ou pas? S'ils ne suffisent pas, est-ce qu'on va mettre euh, un antidiabétique oral parce qu'en place la patiente elle a accouché, ou bien si ça ne va pas suffire ou elle a une autre contre-indication, on va mettre de l'insuline. Bien sûr, normalement, c'est soit son diabétologue, soit le médecin généraliste qui s'occupe donc de faire la surveillance dans ce cadre-là, donc qui s'est un peu spécialisé dans la prise en charge du diabète.
Alors, une personne qui me demande qu'est-ce que la cétogénèse. Donc, la cétogénèse, c'est le fait que le corps, le métabolisme, produise des cétones. Et quand est-ce que ça se produit, ça? C'est quand il y a de la néoglycogénèse, donc, qui se fait, et donc il y aura des corps cétoniques qui vont se produire, qui vont être produits par les cellules et qui vont donc entraîner un état de cétogénèse. Alors, il y a une de nos consoeurs qui demande quelles sont les indications obstétricales pour déclencher l'accouchement chez une femme avec diabète gestationnel. Alors, on va déclencher. Donc, il y aura une indication au déclenchement. Il y aura une indication au déclenchement si on a un retentissement. Alors, je vais vous mettre la planche où on parle du déclenchement. Voilà. Donc, on va déclencher si on a atteint le terme de 39 semaines, parce que je disais que la macrosomie, l'hyperglycémie, fait qu'il y a un retard de maturation pulmonaire. Donc, on va éviter tout accouchement prématuré, et notamment un accouchement avant 39 semaines. Donc, 38 semaines révolues, 39 semaines, et donc on ne va pas déclencher avant ce terme. Une fois qu'on a atteint 39 semaines, on va évaluer le poids fœtal. Si on a un poids fœtal qui est donc qui est acceptable pour la voie basse, on va déclencher. S'il n'est pas acceptable pour la voie basse, on va faire une césarienne programmée. Alors, ce terme de 39 semaines, c'est le terme qui nous permet donc de un peu arriver à l'équilibre entre les risques de l'accouchement et les risques de poursuivre la grossesse. On sait que à partir de ce terme, si on continue la grossesse, il y a le risque de MIU qui va augmenter. Il y a le risque de macrosomie encore qui va s'accentuer, puisque la prise de poids fœtal hebdomadaire donc dans une grossesse normale est environ 250 grammes. Donc, chez une femme diabétique, il est de plus de 250 grammes. Et donc, on va tomber donc, dans une macrosomie sévère. Puis, on a ce risque d'MIU. Donc, on va éviter tous ces risques-là en déclenchant à 39 semaines. On déclenchera si la voie basse est possible et on fera une césarienne programmée si la voie basse n'est pas possible, notamment du fait de cette macrosomie ou du fait d'une autre contre-indication à la voie basse, parce qu'il y a d'autres contre-indications qui peuvent se surajouter vu le terrain. Donc, le fait que éventuellement il y ait de la rétinopathie, qu'il y ait de la néphropathie, si par exemple le bassin de la patiente n'est pas perméable ou qu'il y a là une autre contre-indication à l'accouchement par voie basse. Alors, Il est 11 heures. Euh, est-ce que c'est possible à 38? Il y a quelqu'un qui me pose la question pourquoi 39 semaines alors que c'est possible à 38 semaines? Là, en pratique, on dit 39 semaines. 39 semaines, ça veut dire 38 semaines révolues. Donc, pendant toute la 39e semaine, on peut faire les choses. Donc, la personne qui me pose la question pourquoi 39 semaines alors que c'est possible à 38 semaines, c'est possible à 38 semaines révolues. On ne prend jamais le risque de faire un accouchement ou de faire une césarienne chez une diabétique, un diabète gestationnel ou une diabétique, avant que les 38 semaines soient révolues. Donc, qu'on soit dans la 39e semaine, voire 39 semaines pile. Euh, et puis, je ne dis pas que c'est impossible. Je reprends ce qu'on trouve dans la littérature.
ce qui est écrit noir sur blanc par les personnes qui s'occupent de donner les recommandations. Il y a écrit 39 semaines. Pourquoi 39 semaines? Parce que c'est le moment où le, euh, le taux de complication est, c'est-à-dire la balance bénéfice-risque. Voilà, c'est la phrase qu'il faut. Donc la balance bénéfice-risque est le plus à notre avantage, du moins à l'avantage de notre nouveau-né et de notre gestante ou parturiente. Alors, Madame Ben Omar demande quel est précisément le rôle de la sage-femme dans le suivi de et l'éducation des patientes ayant un diabète gestationnel. Ben, le rôle, il y est totalement. Donc, la sage-femme a le rôle euh, du suivi prénatal. Donc, ça dépend des sages-femmes. Il y a des sages-femmes qui ont la vocation de PMI, il y a des sages-femmes qui ont vocation de prise en charge obstétricale, salle d'accouchement. Donc, quand on travaille en PMI en tant que sage-femme, on est là pour faire la surveillance de la grossesse. Donc, qui dit surveillance? Donc, en général, euh, les grossesses à bas risque sont suivies en PMI. Et puis, ça suffit largement avec les échographies, les 3 rendez-vous d'échographie nécessaires pour le dépistage prénatal chez notre fœtus. Mais après, une fois que notre gestante est diagnostiquée diabète gestationnel, elle est donc diagnostiquée par son diabétologue, par son gynécologue, dépistée par sa sage-femme, diagnostiquée par son gynécologue. Le traitement est mis en place donc par le spécialiste diabétologue dans le meilleur des cas, mais ensuite le rôle de la surveillance rapprochée, la surveillance clinique revient à la sage-femme, c'est-à-dire c'est la sage-femme de PMI qui va recevoir la patiente parce que djiha qarib, au lieu de s'éloigner par exemple du domicile ou là, donc pour la surveillance hédique mensuelle ou la bimensuelle, quand elle n'est pas équilibrée, la sage-femme va voir la gestante, va voir son profil glycémique, va faire la bandelette urinaire, va prendre sa tension, va mesurer le poids, mesurer la hauteur utérine, rechercher les mouvements actifs fœtaux, rechercher d'éventuels risques de menaces d'accouchement prématuré. Donc, la sage-femme, elle a ce rôle de dépistage du diabète. Ensuite, une fois que le diabète est dépisté et diagnostiqué, donc la femme est étiquetée comme diabète gestationnel, la sage-femme va être là pour l'accompagner, donc pour le dépistage des complications éventuelles de ce diabète gestationnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais donc c'est un rôle toujours de dépistage et d'accompagnement. Donc la surveillance de la sage-femme en PMI va être là pour dépister les éventuelles complications. On l'a dit, les complications maternelles, les complications fœtales, et donc pour un petit peu éviter donc de tomber dans les complications majeures. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelle relation entre le diabète et les infections? Le diabète est un terrain infectieux connu, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'hyperglycémie, les micro-organismes se trouvent bien contents chez cette personne. Donc, chez les femmes
diabétique, on a généralement les infections génitales basses qui sont plus fréquentes, notamment les candidoses et autres. C'est un terrain favorisant et donc quand il y a donc ce déséquilibre de la flore, quand il y a cette tendance à l'infection génitale basse, et ben l'endométrite aussi peut venir comme complication après l'accouchement. On sait bien qu'après un accouchement, il y a une béance cervicale physiologique, il y a les lochies qui peuvent donc être donc un lit pour l'endométrite et une infection dans le postpartum. L'infection urinaire aussi, c'est un terrain d'infection urinaire aussi, la femme enceinte. Et de ce fait, on est censé, en tant que clinicien, faire une bandelette urinaire mensuelle pour dépister l'éventuelle infection urinaire, éventuellement faire, quand c'est possible, quand on est dans une région médicalisée où il y a des laboratoires proches, on est censé demander un ECBU mensuel à partir de la fin du deuxième trimestre, à partir du troisième trimestre, pour dépister les bactériuries asymptomatiques qui peuvent être donc à l'origine des accouchements prématurés. Donc ça fait partie donc des moyens de prévenir l'accouchement prématuré chez la femme diabétique, quand on a un diabète gestationnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de pourquoi 39 semaines, 38 semaines déclenchement. Mais voilà, on déclenche à partir du moment où on a le plus, euh, toujours le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire le fait de gagner sur le poids, donc Maïzitch, le poids, et le fait donc de ne pas faire naître un bébé qui soit immature, qui ne puisse pas s'adapter. Parce que si le bébé de mère diabétique est un bébé fragile, donc si on lui surajoute le risque, on lui rajoute le risque de prématurité, donc ici, c'est quand même, donc, la balance bénéfice-risque sera déséquilibrée. C'est pour cela qu'on doit le faire à 39 semaines. Est-ce qu'on peut mettre un stérilet chez la femme diabétique? Alors, Nayas, on rentre dans le cadre de la contraception chez la femme diabétique. Il se trouve que parfois on n'a pas le choix, on est obligé de mettre un stérilet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'optimiser l'équilibre glycémique de cette femme diabétique. Donc, c'est de la motiver elle déjà, dans son éducation thérapeutique, pour qu'elle soit dans l'équilibre pour mettre un stérilet. Parce qu'en plus, quand une femme est diabétique et déséquilibrée, la grossesse n'est pas conseillée. Donc, il faut vraiment mettre une contraception efficace. Et donc, oui, on peut mettre un stérilet chez une femme déséquilibrée en fonction du terrain, mais on va couvrir par des antibiotiques, on va surveiller. Mais le souci, c'est qu'elle risque de nous faire des complications fréquentes, c'est-à-dire faire des infections génitales à répétition, éventuellement même une infection génitale haute. Mais ça dépend de quel terrain on est. Maintenant, si on est chez une multipare, multicicatricielle, diabétique, mal équilibrée, avec un syndrome métabolique prononcé, on peut même indiquer le fait de faire une ligature des trompes. Ou bien maintenant, si elle a les moyens, on a aussi l'implant. Il ne faut pas oublier que l'implant est disponible. Donc, au lieu de mettre un stérilet, si c'est une patiente donc, qui a les moyens, ou bien quand on peut le faire, parce que parfois dans les services, il y a un quota d'implants qui est, qui est donc, doté, donc des dotations hospitalières. Donc, on va mettre en place l'implant qui est un microprogestatif qui va donc faire mise de contraception efficace chez les femmes diabétiques avec un diabète déséquilibré. Donc, c'est pour répondre de façon, pour conclure, pour donner une réponse complète par rapport au DU chez la femme diabétique déséquilibrée, c'est en fonction du choix, est-ce qu'on a le choix ou pas. Maintenant, si on a le choix de mettre un microprogestatif, que c'est une patiente qui peut prendre un microprogestatif le temps de s'équilibrer, on va faire ça.
Sinon, on va mettre un implant. Si c'est une patiente qui n'est pas assidue, qui n'est pas observante, qui fait des oublis de prise de sa pilule, on va se sécuriser en mettant un implant ou bien, voilà, et surtout motiver cet équilibre du diabète parce que en plus donc, de ce souci donc, de contraception, il y a d'autres soucis qui se rajoutent, donc, notamment les complications micro et macro-angiopathiques du diabète. Alors, si par exemple, donc il y a une question pratique, Sana Farhi me demande si j'ai un accouchement qui s'impose, un accouchement imminent, donc un accouchement qui s'impose chez une femme diabétique, donc en salle de naissance, donc je la reçois une dilatation avancée, et ben je fais mon travail de sage-femme, je fais mon accouchement, je gère mon accouchement. Côté pratique, on met une perfusion de glucosé G5, 5% en place parce que donc il ne faut pas tomber dans l'hypoglycémie parce qu'elle est plus dangereuse que l'hyperglycémie. Et parce qu'il y a un besoin énergétique pour l'accouchement, donc on va couvrir les besoins énergétiques de l'accouchement. Et donc on va gérer notre accouchement, on fait notre accouchement. Et premier geste, il faut faire une délivrance dirigée pour éviter de tomber dans le risque d'hémorragie du postpartum. Une fois qu'on a dirigé notre délivrance, donc on surveille notre parturiente en salle de naissance 2 premières heures pour s'assurer donc de, donc, d'éviter cette complication du HPP, mais aussi pour surveiller l'état de la patiente. Donc, surveiller s'il n'y a pas des signes d'hypoglycémie, notamment les sueurs, le malaise. Donc, on fera une surveillance clinique. Donc, la sage-femme va faire ça. Donc, c'est quelque chose qu'elle peut faire même dans une salle de naissance basique sans donc, de niveau qui ne soit pas de niveau A. Donc, même si elle n'a pas les moyens tous les moyens à sa disposition, la clinique est à sa disposition, c'est-à-dire un glycomètre, faire une glycémie à capillaire, surveiller l'état clinique et puis, à moindre souci, réorienter la patiente. Mais quand il y a un accouchement imminent, on n'a pas le choix, on est couvert, comme on dit sur le plan médico-légal. On fait notre accouchement et on accompagne notre femme diabétique. Maintenant, si c'est un diabète non insulino-récurrent, donc on la laisse tranquille. Donc, on ne va pas mettre c'est un diabète gestationnel proprement dit. Je me corrige. Donc, on ne met pas d'insuline, même si elle a été mise sous insulinothérapie au cours de sa grossesse, du fait de l'insuffisance du régime hygiéno-diététique. On va la surveiller et l'orienter pour une consultation du postpartum à 1 semaine, ensuite à 1 mois, et faire sa glycémie à jeun, son HGPO. Euh, dans les 6 semaines et sa glycémie à jeun dans les 3 mois. Donc ça, c'est le diabète gestationnel proprement dit. Maintenant, si c'est un accouchement d'une femme diabétique insulino-récurrente, donc déjà qui se connaît, donc soit c'est un diabète type 1 insuliné, soit c'est un diabète type 2 qui est arrivé à l'insuline déjà avant la grossesse, donc on ne va pas arrêter l'insuline, on va mettre les doses, mais on va diminuer les doses de quelques unités on va maintenir une ration de base notamment du glucosé à 5%. C'est des patientes en général qui ont leur éducation thérapeutique, donc qui se connaissent. En général, si elles sont suivies par un professionnel de santé impliqué dans la prise en charge de la grossesse sur diabète, donc tous les conseils qu'il faut, elle doit les avoir eus. Et donc, ça va se gérer comme ça. Est-ce que les bandelettes Lapstix obligatoires chez la sage-femme de la PMI? Alors, je ne suis pas en position pour dire est-ce que c'est obligatoire ou pas. Ce genre c'est des recommandations, donc il faut toujours se référer au, euh, euh, se référer au manuel de la femme gestante. Il y a eu édition récente, donc je crois que c'était le 8 décembre que il a été lancé, donc le je perds mes mots, le référentiel de la femme gestante, donc les recommandations qui ont été mises en place par les experts nationaux. Donc il y a des profs qui se sont réunis pendant plusieurs réunions, plusieurs mois pour mettre en place un référentiel de prise en charge de la femme gestante algérienne. Donc il faut aller sur le site du ministère
et chercher le référentiel de la femme gestante dans lequel toutes les recommandations figurent pour ce qui est des consultations prénatales, pour ce qui est de la prise en charge de la femme gestante algérienne. Donc, dire est-ce que c'est obligatoire, c'est pas mon rôle, mais c'est pour dire que ça fait partie de l'examen clinique au cours des consultations prénatales, faire une tension, un poids et une bandelette urinaire. Si, alors, si on ne dispose pas d'une bandelette urinaire au niveau de notre consultation, au niveau de notre PMI, eh ben, c'est simple, il faut demander une chimie urinaire. C'est-à-dire, c'est simple, vous prescrivez sur ordonnance chimie urinaire. Donc, la patiente trouve le laboratoire le plus proche, elle va donner un petit échantillon d'urine. Tum-tum, chimie urinaire veut dire l'abstix en réalité. Donc, tum-tum, le biologiste va faire sa chimie, va vous répondre donc, soit sur l'ordonnance éthique, soit il va vous éditer un résultat de labo où il va vous faire une chimie. Donc, il va vous faire un abstix. Donc, c'est pas, voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà ce que je peux dire sur la question, est-ce qu'il est obligatoire pour que la sage-femme de la PMI ait un abstix à sa disposition. Alors, quelle est la conduite par rapport au nouveau-né à la salle d'accouchement risque d'hypoglycémie? Oui, il y a un risque d'hypoglycémie d'autant plus important que le bébé est gros. Donc, si tu arrives à faire accoucher euh, la patiente, ça veut dire que déjà le poids du bébé a permis le passage dans la filière génitale. Donc, on est déjà dans une macrosomie qui n'est pas excessive, qui n'est pas majeure. Donc, on est en général dans les 4 kg 100, 4 kg 200, 4 kg 400. À partir du moment où la macrosomie est majeure, en général, on va se retrouver dans une situation de dystocie où la patiente est orientée dans une structure où elle pourra être césarisée. Donc, le nouveau-né en salle d'accouchement. Donc, quand l'accouchement a été donc imposé, la patiente a accouché à votre niveau, eh bien, il faut motiver une tétée précoce. C'est ce qui est dit dans la littérature. C'est-à-dire, on met le bébé au sein. Il va, euh, donc, c'est l'alimentation précoce. Donc, bébé au sein, tétée précoce, c'est ça la conduite pour éviter l'hypoglycémie. Et puis, bien sûr, il faut le surveiller, il faut surveiller donc, notre nouveau-né. Oui, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que au cours de la grossesse, il y a un intérêt à faire une HbA1c? Il n'y a aucun intérêt à faire l'HbA1c au cours de la grossesse. On peut la faire en pré-conceptionnel pour décider de donner l'aval à la patiente pour lui donner le OK pour faire sa grossesse. Quand c'est une femme diabétique suivie et qui a un projet de grossesse, donc ça fait partie du bilan. Donc l'HbA1c n'a pas d'intérêt au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, on a notre glycémie à jeun et notre HGPO qu'on fait dans le cadre du dépistage. Mais sinon, c'est surtout notre profil glycémique, de glycémie capillaire. C'est ça qui nous permet donc de suivre, d'orienter, de traiter notre patiente, de savoir un petit peu les complications, de présager du risque de complications chez elle. Perso, je prends pas le risque de placer un DU chez un diabétique. Ah oui, il faut pas prendre le risque de placer un DU chez une diabétique, comme le dit Mimi. On essaie de mettre, je vous dis, la contraception, c'est au cas par cas. La contraception chez la femme diabétique. Comme toute thérapeutique, comme tout médicament, c'est le rapport bénéfice-risque. Est-ce que un bénéfice à mettre ou à pas mettre la contraception en cours? Bien sûr, c'est pas optimal de mettre un DU chez une femme diabétique déséquilibrée, mais c'est au cas par cas. C'est toujours mieux qu'une grossesse sur un utérus cicatriciel ou une pluricicatricielle chez une femme diabétique, diabète déséquilibré avec un syndrome métabolique, éventuellement une HTA et tous les problèmes qui peuvent se surajouter au diabète déséquilibré. Donc, je suis d'accord. Vous dites, perso, je ne prends pas le risque de placer un DU chez la femme diabétique. Je suis tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord. J'ai essayé de répondre à la question de façon rationnelle, mais en disant que ce n'est pas de première intention. C'est au cas par cas, c'est en fonction du terrain de notre patiente. Mais bien sûr, c'est les microprogestatifs qu'il faut privilégier en premier rapport. Alors, double GHR, diabète gestationnel associé à une hypertension gravidique, vous pouvez nous donner les possibilités de la voie d'accouchement. Alors, si diabète gestationnel est équilibré, alors j'aime bien la question Hadia qui est tout à fait pratique. Je sais pas, c'est un téléphone portable, c'est Galaxy, qui n'est pas identifié, mais qui dit, alors une double GHR, diabète gestationnel associé à une HTA gravidique. Pouvez-vous nous dire par rapport à la possibilité de la voie d'accouchement, par voie basse ou par voie haute, en sachant que le diabète gestationnel est équilibré sous insuline et l'hypertension, elle a des chiffres limites. Alors, j'aurais voulu avoir le cas clinique complet, c'est-à-dire avoir l'âge de la patiente, la G-parité, pour savoir est-ce qu'on va la coucher ou pas. Mais généralement, Hnaya, dans notre pratique quotidienne, on dit double GHR, c'est une indication à la voie haute. Bien sûr, toute chose, c'est-à-dire Machi Qur'an. Chaque, c'est pas des l'immuable, mais communément, généralement, on dit double GHR, c'est césarienne. Maintenant, si éventuellement je vais un peu aller sur un cas clinique, jeune femme de 26 ans, j'ai 2 P1, déjà accouchée par voie basse, un poids de 3 kg 600, qui vient avec un diabète gestationnel équilibré, mais l'équilibre il a été obtenu par insulinothérapie et qui a une hypertension sous-jacente. Hakdaya, on va dire que son BMI il est à 25 ou là à 26, elle est en surpoids, mais c'est pas majeur. Elle est suivie au niveau de la PMI. Hakda. Elle est suivie au niveau de la PMI, elle est suivie au niveau chez son diabéto, elle est équilibrée. Son hypertension aussi est sous traitement, elle est équilibrée. Elle arrive à terme. Elle déclenche spontanément son travail à terme. Et que les conditions obstétricales sont optimales, c'est-à-dire que notre poids fœtal estimé reste correct, que le travail s'est déclenché, qu'on est donc sur une dilatation, une bonne dilatation, bon bishop, tout ce qui accompagne donc les pronostics obstétrical taha, il est positif, on va la coucher parce que ça serait un peu terrible d'aller faire directement une césarienne chez elle juste parce que c'est une double GHA. Mais à condition que ce soit une patiente qui a été surveillée, que c'est une hypertension, c'est pas une hypertension chronique. Là, je vous ai donné l'exemple d'une femme de 26 ans, c'est-à-dire que même si son hypertension est là, elle doit être récente, donc il n'y a pas de retentissement sur la rétine, sur les reins et tout ça qui pourrait contre-indiquer la voie basse. Mais communément, pour être voilà simple, double GHR, on va sur une césarienne. Ou bien sur un accouchement médicalisé dans une structure adaptée. Alors, conduite à tenir chez une accouchée prémipare, très agitée, diabétique, une rétention urinaire et qui refuse le sondage. Alors, donc, on me pose la question au niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez une accouchée, une prémipare qui est agitée, diabétique, qui a une rétention urinaire et qui refuse le sondage? Oh là là, ça c'est une situation pratique, hein. Je peux pas vous dire, il faut la convaincre pour le sondage. Mais après, la rétention urinaire, c'est douloureux. Donc, elle peut pas refuser le sondage longtemps, hein. C'est douloureux, c'est-à-dire à un moment, donc cette rétention va retentir. Si elle est agitée, on est dans un milieu médicalisé, donc on peut mettre quelque chose pour la calmer. Sage-femme EPH.
Mais j'espère que j'ai été claire. Donc, je ne sais pas si la réunion, je vais appeler Madame Khalifa pour voir si on peut clôturer. Oui, madame. Bonjour. Docteur Wiltrasky, bonjour. Oui, oui, bonjour. تفضلي معك la collègue تاع Madame Khalifa. Je suis avec D'accord. vous. Vous avez Très, terminé? très bien. On a terminé le topo. On a pu, là, Hiberk, avoir une bonne discussion. On a eu beaucoup de questions. Et je crois que Très le bien. nombre راني نتبع فيكم يعطيك الصحة. de diminuer. Donc voilà, يعطيكم الصحة. J'espère que j'ai été claire. Et Inch'Allah, on va se revoir pour d'autres thèmes, Inch'Allah. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On tient à remercier tous les participants qui ont posé des questions. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Inch'Allah, on aura l'occasion de programmer d'autres sessions de formation sur d'autres thématiques. Docteur, Inch'Allah. merci beaucoup. À la Merci. prochaine, Inch'Allah. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci à toute l'équipe, à tous les participants. Merci à vous. Saha. Recording stopped.